Et le début, c'est 1950, les premiers ordinateurs sortent à peine, hein, c'est des énormes armoires dans lesquelles, avec des lampes, et dans lesquelles on arrive à peu près à faire une multiplication à 3 chiffres, pas beaucoup plus. Vous savez, c'était vraiment les tout débuts. Mais dès les tout débuts, des pionniers comme Alan Turing, mais aussi von Neumann ou d'autres, ont commencé à réfléchir, à anticiper qu'est-ce que ça allait pouvoir faire, ces bécanes, quand elles seraient évidemment plus puissantes qu'elles n'étaient à l'époque. Et Alan Turing a posé dès le début, donc dans un article très célèbre, qui pose la question suivante, dès la première phrase: est-ce que les machines peuvent penser? Et Alan Turing a l'intelligence de dire, ben ça, c'est pas une question à laquelle on peut répondre, parce que pour y répondre, il faut se mettre d'accord sur ce que ça veut dire penser, et évidemment, on aura autant de définitions différentes que de gens, et donc on ne peut pas vraiment traiter cette question-là de cette manière-là. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est essayer de regarder les comportements des machines en les comparant au comportement d'humains. Et il dit, ben voilà, ce qu'on pourra peut-être faire un jour, c'est de voir qu'il y a une machine qui a un comportement qui est identique ou au moins de même niveau de performance que les humains dans suffisamment de domaines pour que un interrogateur puisse s'y tromper. Et il a inventé donc ce qu'on appelle le jeu de l'imitation. C'est-à-dire qu'on prend une machine, on la met dans une pièce, on prend un humain, on la met dans une autre pièce, et puis on a un interrogateur qui est dans une troisième pièce. Alors à l'époque, il pense en termes de téléscripteurs. Hein, je vous rappelle que on pouvait pas écrire des mails. Donc et puis il dit voilà, l'interrogateur par téléscripteur va poser des questions tantôt dans la chambre A, tantôt dans la chambre B. Et il ne sait pas lui où est la machine et où est l'humain. Et il dit si le but de l'interrogateur, c'est de découvrir où est la machine et où est l'humain. S'il n'y arrive pas, plus exactement, s'il n'y arrive qu'une fois sur deux, hein, puisqu'il a une chance sur deux de se tromper, s'il n'y arrive qu'une fois sur deux, on pourra dire que la machine a des performances équivalentes à l'intelligence humaine. D'accord ? Donc voilà, il a posé la question de manière scientifique, et c'est ça qui a permis effectivement aux scientifiques de s'emparer de ce problème. Donc, on a appelé ça intelligence artificielle, on aurait pu l'appeler tout autrement, mais l'idée, c'était est-ce qu'on va pouvoir faire des machines dont les performances, dans un certain nombre de domaines, sont équivalentes à celles des humains. Alors, très très vite, ce qui s'est passé, c'est ce que vous voyez là. Ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs se sont séparés en différents domaines. Évidemment, ils n'ont pas pris le problème en bloc. Personne ne pensait à l'époque qu'on pouvait vraiment réussir le test de Turing. Et donc, ils ont pris des activités humaines qui leur semblaient importantes et ils ont essayé de voir dans quelle mesure une machine y arrivait. Donc, évidemment, le langage, hein, est-ce qu'une machine serait par exemple capable de traduire d'une langue dans une autre, ce qui réclamait une certaine compétence du point de vue linguistique. La perception, c'est sûr. Est-ce qu'une machine serait capable on lui montre des images de chats, de chiens, ou d'autres animaux. Est-ce qu'elle est capable de dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, etc. Comme un humain le fait. La perception, c'est même quelque chose de plus bas niveau, parce que plein d'animaux ont des capacités cognitives de classification aussi bonnes que les humains. Hein. Mais bon, voilà, c'était une des tâches. Les jeux, c'est un terrain de jeu très intéressant pour les informaticiens, parce que dans un jeu, les règles sont très précises, et puis c'est très facile de savoir qui gagne et qui a perdu, d'accord ? Donc le test de Turing, là, il est très simple. Est-ce qu'une machine va être capable de jouer aussi bien qu'un humain aux dames, aux échecs ou au go ? Et là, vous voyez dès maintenant pourquoi ça a pris, enfin, pas pourquoi, mais à quel point ces questions sont difficiles, c'est qu'il a fallu effectivement 75 ans pour finir de répondre à cette question. Les dames, il y a des machines qui ont commencé à jouer aussi bien que les humains dès les années 60. Les échecs, c'est à la fin des années 90 que un programme d'échecs dit Blue a battu le champion du monde des échecs. Mais pour le jeu de Go, qui est un jeu encore plus difficile, encore plus complexe,
il a fallu attendre 2015, je crois, enfin on va voir tout à l'heure, 2015 ou 2016, pour y arriver. D'accord ? Donc vous voyez un peu la temporalité, c'est du travail qui a été fait par des chercheurs depuis, qui n'a pas été simple. Enfin, la prise de décision, c'est vrai que beaucoup de gens étaient intéressés par des problèmes comme celui du diagnostic médical. On donne toutes les données d'un patient. Est-ce que la machine serait capable de faire un diagnostic aussi bon qu'un humain ? Voilà, ce genre de problème. Donc, on a ces différents domaines, et puis on a deux grandes approches qui vont se faire concurrence. Et qui représentent finalement deux façons d'aborder le problème qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'approche qu'on a appelée l'IA symbolique, c'était chercher à modéliser la pensée humaine. Après tout, puisque nous maîtrisons bien une langue, nous avons fait des grammaires, des dictionnaires, et donc si on donne tout ça à la machine avec les règles correspondantes, eh bien, la machine va être capable de faire comme nous. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que on va essayer d'imiter la manière dont l'humain raisonne. Pour la vision, par exemple, c'est plus difficile, mais après tout, pourquoi pas quelle est la différence entre un chien et un chat ? Bon, ils ont des oreilles tous les deux, ils ont ceci, mais ils ont certaines caractéristiques physiques qui sont pas les mêmes. Eh bien, si on apprend à la machine à distinguer ces caractéristiques physiques différentes, elle va pouvoir répondre correctement à la question. Donc c'est ça, on simule sur l'ordinateur donc les processus de raisonnement logique de l'humain. L'autre approche, c'est l'approche connexionniste, c'est comme ça qu'on l'a appelée au début. On cherche à modéliser le cerveau humain. Donc là, c'est plus du tout la même chose. Là, on cherche pas du tout à savoir les règles que nous avons apprises. On cherche simplement à imiter ce qui se passe dans notre cerveau. Après tout, quand quelqu'un me pose la question est-ce que tu as faim, c'est des inputs sonores qui rentrent dans mon oreille, qui vont exciter des neurones quelque part, dans le pariétal, puis ça va monter plus haut, puis ça va aller dans le frontal, et puis là il y a une décision qui va être prise, et puis hop, un mouvement moteur qui va faire que je vais répondre oui ou non. D'accord ? Ça, c'est des mouvements qui se passent à l'intérieur de mon cerveau, et à vrai dire, ce flux-là, on peut aussi essayer de le modéliser. Vous voyez que ça n'a rien à voir comme problème. Pour la perception, c'est encore plus évident. Quand vous voyez une image, ça vous saute aux yeux que c'est un chat. Vous êtes incapable de dire pourquoi vous avez décidé que c'était un chat et pas un chien. Ça paraît quelque chose qui est même presque de l'ordre du réflexe, quoi. Ça vous saute aux yeux. Donc voilà, on simule sur ordinateur donc le fonctionnement des neurones biologiques plutôt que de simuler les processus de pensée. Bon, les deux courants, ils ont été en compétition, je vous disais, depuis le début. Alan Turing, dont on parlait, il a effectivement posé les deux façons de travailler et il a donné les fondements des deux. C'était quelqu'un qui était un visionnaire absolument incroyable. Pendant très longtemps, en particulier dans les années 80, la plupart des chercheurs en IA travaillaient dans l'IA symbolique. C'était plus simple, ça permettait de réagir assez vite et d'obtenir des résultats qui étaient visibles assez facilement. Les gens qui travaillaient dans le connexionnisme, dont j'ai fait partie, on était beaucoup moins nombreux, on va dire, à cette époque-là. Et on avait des petits résultats dont on était très fiers, mais qui n'étaient vraiment pas à la hauteur non plus des enjeux. Ni à cette époque-là, ni l'IA symbolique, ni l'IA connexionniste n'étaient capables de montrer des performances suffisamment fortes pour que ça soit, qu'on puisse dire qu'on avait rempli le programme qu'avait lancé Turing. Comme je vous l'ai dit, oui, on savait jouer aux dames, bon, d'accord, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Les choses ont changé progressivement, tout doucement, et ce n'est que très récemment, finalement, que l'IA connexionniste l'a emporté complètement. C'est-à-dire que les résultats, les grands résultats, ont été obtenus en modélisant le cerveau, c'est-à-dire donc avec des réseaux de neurones.
Et donc c'est ça que l'on va regarder maintenant, c'est comment ces choses-là ont pu se passer. Alors, du point de vue historique, le premier perceptron, c'est-à-dire justement pour regarder une image, il a été construit très très vite, vous voyez, en 57, donc quelques années après le démarrage des travaux. Et puis ça s'est arrêté parce qu'on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que reconnaître des formes très très simples. Mais il s'est passé un truc très important dans les années 85, c'est qu'on a inventé un nouvel algorithme qui permettait de faire de l'apprentissage sur ces réseaux et de manière automatique et sur tout l'ensemble du réseau. Je vais vous montrer en détail comment ça se passe, mais disons que cet algorithme, il a été le point de départ, le fondement, et c'est encore aujourd'hui la principale raison du succès de ces machines. D'accord ? Cet algorithme. Vous voyez, donc dès 85, on l'avait. Et puis voilà, ça n'a pas non plus été à la hauteur pendant des années, donc l'intérêt s'est perdu. Il y a juste un petit groupe de chercheurs, des gens comme Yann Lequin, Yoshua Bengio, etc., qui ont continué à travailler dans le domaine, mais ils étaient assez isolés. Et puis à partir de 2005, les choses ont complètement changé, beaucoup à cause des ordinateurs eux-mêmes. Du point de vue technique, on a eu des ordinateurs beaucoup plus puissants. Et là, c'est reparti, et assez rapidement, comme vous allez le voir, on a pu résoudre à peu près tous les problèmes. Voilà. 2012. 2012, c'est la première grande date qui a fait mobiliser la communauté de l'IA. C'est qu'il y a un réseau de neurones, pour la première fois, qui obtient sur un banc d'essai, comme on dit, un benchmark, sur un jeu de test, qui obtient des résultats qui sont de l'ordre de celui d'un humain. D'accord ? Et qui est bien meilleur que tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Waouh ! Ça fait un grand choc. Très vite, sur la reconnaissance de la parole aussi, on a des progrès très très rapides qui font que les systèmes que vous avez aujourd'hui arrivent à reconnaître ce que vous dites sans aucun problème. Et puis enfin, comme je vous le disais, en 2016, le jeu de Go qui bat, enfin un programme qui s'appelle AlphaGo, qui bat le meilleur joueur du monde. Et là, on est bien obligé de se rendre compte qu'on a franchi une étape énorme. Et enfin, sur le langage, en 2018, il y a une conception d'architecture de réseau qui n'est pas si extraordinaire que ça, qui a donné ce qu'on a appelé les LLM, les grands modèles de langage. C'est pas un très bon mot pour dire ce que ça fait, mais ça fait rien, ça s'est imposé. Donc les LLM qui sont à la base des ChatGPT et de tout ce que vous voyez, de tout ce qu'on voit depuis les années 2020. Et aujourd'hui, il est très clair que les systèmes passeraient le test de Turing haut la main, c'est-à-dire on serait obligé, d'ailleurs Turing l'avait même prévu, on serait obligé, il avait dit Turing qu'il fallait faire attention pour que la machine passe pour un humain. S'il y avait une multiplication un peu difficile à faire, l'interrogateur demandait de multiplier deux nombres à 3 chiffres par exemple, il serait bon que la machine fasse de temps en temps une petite erreur pour que on n'ait pas l'impression que ça soit, et surtout qu'elle réponde pas trop vite. Parce que donc il avait déjà pensé à ça, et effectivement aujourd'hui, si on fait vraiment un test de Turing, il va falloir dire à la machine de parler un peu moins bien français, parce que c'est vrai que quand elle parle français ou anglais, qu'il est tellement impeccable que un prof reconnaît tout de suite si un élève a fait son devoir ou si c'est l'IA qui l'a fait à sa place. Donc voilà où on en est. Donc maintenant, on va regarder donc de près ce qu'est un réseau de neurones. Alors, un réseau de neurones, c'est un ensemble de neurones. Et qu'est-ce que c'est qu'un neurone ? Eh bien, vous savez qu'un neurone biologique, c'est une
une machine absolument extraordinaire, c'est une cellule vivante, elle a des synapses, des axones, un axone, des machins. C'est une cellule très complexe, elle vit, elle respire, elle envoie des processus chimiques, électriques, enfin bref. C'est une machine très complexe. On simplifie ça un maximum en informatique et on dit qu'une cellule, c'est une case. Vous voyez cette petite case ronde au milieu, ça c'est un neurone. Alors, dans cette case, on va mettre un nombre entre 0 et 1, et on va dire que si ce qu'on a mis dans la case c'est un 1, ça veut dire que le neurone est très actif. Hein. Ça correspondrait dans le biologique à un neurone biologique qui enverrait plein de potentiels d'action, qui s'excite, très excité. S'il y a 0, c'est qu'il est complètement silencieux. Et puis s'il a une valeur intermédiaire, ben voilà, il est un peu excité. Donc vous voyez, c'est très simple, un neurone, c'est un nombre qu'on met entre 0 et 1. Mais évidemment, ce neurone, il va être connecté à d'autres neurones. Et c'est tout ça, c'est le réseau de neurones qui compte. Et donc vous avez en amont, j'en ai fait 3 là, de neurones, qui vont influencer l'état que l'on va donner à notre neurone du milieu. J'ai pas le droit d'aller bouger là-bas, hein, donc je peux pas vous montrer ça avec le doigt. Mais donc prenons le premier, là, celui qui est en haut. Vous voyez que j'ai mis dans la case un plus 0,8. Ça veut dire que ce neurone excite notre neurone, celui du milieu. D'accord ? C'est un neurone excitateur. La connexion entre les deux a un poids, c'est comme ça qu'on l'appelle, un poids positif assez fort. Vous avez celui du milieu, il a un poids positif mais plus faible. Et enfin, celui du bout, il a un poids négatif. Donc, il inhibe le neurone en question. Chaque fois que mon neurone d'en bas est excité, eh ben, ça va avoir tendance à arrêter le neurone du milieu. D'accord ? Petit exemple, supposez que en entrée, donc en amont de mon neurone, le premier soit excité, soit à 1, le deuxième soit à 0, et le troisième à 0,2. Eh bien, ce qu'on fait, c'est tout simple, c'est vraiment exactement ce qu'on fait quand on fait, par exemple, des moyennes de notes pour un examen. On met avec des poids, hein, donc avec une pondération, on fait la somme pondérée de tous ces effets. Donc là, vous avez, par exemple, évidemment, le neurone d'en haut qui est à 0,8 et qui est à 1, qui va donner une forte excitation, mais le neurone d'en bas va donner une petite inhibition. Résultat des courses, il va être excité, mon neurone, et il va valoir là 0,7. Puisque lui est à 0,7, il va avoir lui-même des neurones en aval à quels il va transmettre cette information, suivant les poids, évidemment, qui sont là. Donc vous voyez que le truc essentiel, c'est les poids. Les poids bougent pas, et puis suivant ce que je rentre, j'obtiens une sortie différente, parce que ce calcul se fait de couche en couche. Deuxième exemple, supposez qu'au contraire, en entrée, j'ai 0 en haut, 1 et 1. C'est-à-dire donc c'est d'autres neurones qui sont excités dans la couche d'avant. Eh bien, vous faites le calcul, c'est très facile. Vous voyez bien que le premier ne va pas intervenir. Le deuxième, il va un peu exciter, mais le troisième, il va beaucoup inhiber. Donc le résultat, c'est que mon neurone va être silencieux ici. Par exemple. C'est pas compliqué, hein, franchement, comme mathématiques, on peut pas faire beaucoup plus simple. Et je vous assure qu'au début, on avait fait des choses beaucoup plus compliquées avec des fonctions d'activation qui ressemblaient beaucoup plus aux neurones biologiques, justement, des choses comme ça. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que ça ne faisait que ralentir le système. Ce qu'il fallait, c'est faire les choses les plus simples possibles, les calculs qu'on peut faire le plus vite possible, parce que ce qui allait compter, c'était le nombre de ces calculs que l'on faisait. Donc voilà, modéliser un neurone, c'est pas compliqué. Maintenant, évidemment, ce qui se passe, c'est que j'ai un réseau de neurones, donc j'ai des couches, vous voyez, en entrée, des couches qu'on appelle les couches cachées, qui sont des couches du réseau de neurones qui ne reçoivent rien de l'extérieur, qui fonctionnent en interne. Et à la fin, j'ai une couche de sortie, c'est-à-dire qu'elle va donner la sortie que je veux donner au... Étant donné les poids du réseau, si mes poids, les paramètres du réseau, on les appelle aussi, donc si les poids des connexions sont fixés, suivant ce que je vais rentrer, je vais avoir une sortie, je rentre autre chose, j'ai une autre sortie, etc.
D'accord? Là, je vous ai donné l'exemple des perceptrons qu'on avait au début dans les années 80. Vous montez une image d'un chat. La couche d'entrée, c'est une couche avec plein de neurones qui sont excités ou pas excités, suivant que le pixel de l'image d'entrée est noir ou blanc. D'accord? Et puis ça donne certains neurones qui sont excités, d'autres pas. Et puis vous avez la couche cachée qui est au milieu et qui fait cette embouille grâce au poids, toujours grâce aux connexions. Et puis on arrive à la couche de sortie. À la couche de sortie, il y a un neurone sur les 4 qui est le plus, ou sur les 5, qui est le plus excité. Eh bien, la réponse, on va interpréter ce calcul-là comme étant la réponse du réseau. La réponse du réseau, dans ce cas-là, c'est que c'est le neurone que l'on a étiqueté, nous, le neurone chat, qui s'est excité. Et donc, ça veut dire que le réseau a bien compris, il a bien réussi le test, il a reconnu un chat. D'accord? Dans l'image. S'il avait sorti éléphant, eh ben, il aurait eu une erreur. D'accord? C'est pas compliqué. Alors on me dirait, d'accord, c'est pas compliqué, mais comment on fait pour les poids? Parce que tout dépend des poids qu'on a, hein, si on veut que ça marche. Eh bien, c'est là que l'algorithme dont je vous parlais, l'algorithme de rétropropagation du gradient va marcher, va compter. C'est que on va avoir un processus d'apprentissage qui va ajuster les poids au fur et à mesure. On va présenter une entrée au réseau, dans mon cas, une image de chat, une image de chien, une image de ceci, une image de cela. Et puis, on va faire tourner le réseau qui, au départ, a des poids aléatoires, hein, on prend n'importe quoi. Et puis, le réseau répond, ça c'est un chat, ça c'est un éléphant, ça c'est... Bon, évidemment, il se trompe la plupart du temps. Mais chaque fois qu'il se trompe, je vais baisser les poids qui ont fait que le neurone éléphant a été excité, et je vais lever les poids qui auraient dû exciter le chat ou l'éléphant, je ne sais plus ce que j'ai dit. D'accord? On va essayer de corriger. Cette correction-là, si on était obligé de la faire à la main, on n'y arriverait pas. Mais justement, l'algorithme en question, il est formidable. Il est capable d'aller modifier les poids dans toutes les couches, les unes derrière les autres, en rétropropageant l'erreur. C'est pour ça qu'il s'appelle rétropropagation du gradient. Donc, en rétropropageant l'erreur, il arrive à corriger tous les poids. Et donc, le coup d'après, il y a plus de chances que mon réseau réponde correctement. Si je fais ça 2 fois, 3 fois, rien ne se passe. Mais si je fais ça 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, eh bien, les poids du réseau finissent par se régler. Alors, vous me direz, formidable, on a tout ce qu'il faut. Oui, on a tout ce qu'il faut. Mais, on a tout ce qu'il faut, mais il faut encore qu'on ait suffisamment de neurones pour cela. Ce qu'on avait, nous, dans les années 85-90, c'est des réseaux dans lesquels on avait 200, 300 neurones, et on travaillait avec des petits exemples joués avec ce matériel-là. D'accord? Ce qui a tout changé à partir des années 2005, c'est que on a pu travailler avec des données qui sont des réseaux de taille absolument gigantesque. On a aujourd'hui, là, dans les IA que vous connaissez, on a des milliards de neurones et des centaines de milliards de connexions entre ces neurones. Vous me direz, c'est pas encore la taille des neurones de notre cerveau. Donc non seulement les neurones de notre cerveau sont beaucoup plus complexes que ces neurones-là, hein, vous en êtes convaincus maintenant, mais en plus, nous on a, je crois, 10 milliards de neurones, de cet ordre de grandeur, et entre eux on a, je crois que c'est 10 000 synapses par neurone, c'est-à-dire donc 10 puissance 14, c'est des vous voyez quoi, des billions, des billions de connexions. Donc on n'est pas encore au même niveau, mais on n'en est plus très loin, d'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est effectivement d'avoir la possibilité de faire fonctionner suffisamment vite, parce que
Il fallait que les calculs se fassent très très vite sur ces milliards. Et avec toujours le même algorithme, hein, mais suffisamment vite pour pouvoir obtenir les résultats qu'on a. Évidemment, ce qu'il faut aussi, c'est avoir des données. C'est-à-dire que si vous présentez 3 images de chat, ça va, et 2 images de chien, mais pour faire ce qu'on a à faire, il faut des milliards et des milliards aussi de données de différentes sortes pour que la machine soit capable d'apprendre. D'accord ? Donc voilà, c'est ça, les clés de la réussite, c'est ça. C'est que on va, grâce à ce qu'on a appelé le deep learning, c'est-à-dire un apprentissage sur des tas et des tas de couches, et pas simplement 2-3 couches avec des centaines de neurones, et puis des données très massives. Grâce à ça, on a obtenu les résultats qu'on a. Bien. Alors, je vais passer maintenant à nos LLM, hein, donc l'architecture. Bon, je pourrais vous parler longuement de ce qu'ils ont fait en vision, de ce qu'on a fait pour le jeu de Go, etc. Mais on va pas avoir le temps. Je vais aller directement au LLM, c'est-à-dire les réseaux qui apprennent aussi bien à vous discuter avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un LLM ? Eh bien, c'est un réseau, comme les autres, là, mais avec, je vous dis, très très gros. Et dans ce réseau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner en entrée une portion de texte, d'accord, découpée. Alors bon, c'est pas un découpage en mots exactement, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça, on appelle ça des tokens, c'est-à-dire que c'est des mots, généralement, mais quand un mot est inconnu, parce que, comme vous le savez, les dictionnaires ne donnent pas tous les mots, et puis il y a plein de langues, etc., et bien quand il découpe en morceaux le mot, d'accord ? Puis quand un mot est très très fréquent, il peut regrouper 3 mots pour en faire un seul. Donc c'est une segmentation, mais enfin, en première approximation, on va dire que c'est un token, c'est un mot, d'accord ? Et donc on segmente ça en mots, et puis on lui fait rentrer la suite des mots en question. Et ce qu'on va demander à la machine, c'est en sortie de nous donner quel est le mot suivant le plus probable. D'accord ? Et puis voilà, il va choisir un mot parmi ceux qu'il a trouvés comme pouvant être probables. Et puis on le remet en entrée. Donc on avait un morceau de phrase, on a rajouté un mot. Et puis on remet le tout et on lui demande le mot suivant. Et puis on lui demande le mot suivant et puis on lui demande le mot suivant. À la fin, on a un texte. C'est pour ça que ça s'appelle une IA générative. Elle génère du texte. Et ce qui est formidable, c'est que ce texte, il est correct du point de vue syntaxique, du point de vue sémantique, du point de vue discursif, et même du point de vue des connaissances, enfin on verra ça. Donc, on va prendre maintenant un exemple, pour que ça soit bien clair. Supposez qu'en entrée, j'ai le petit début de phrase suivant, Marie se promenait dans. Voilà, c'est ça que je donne au réseau. Bon, le réseau fonctionne, et il va me sortir quels sont les mots possibles après cela, avec une certaine probabilité. Donc il va sûrement me dire que le est un mot possible après ça, qu'on le rencontre souvent, dans ce contexte-là, que là aussi, hein, évidemment, j'en passe, et des meilleurs, mais aussi une ville comme Paris, hein, Jean se promenait dans Paris, d'accord ? Et ainsi de suite. Donc il va me donner une liste de mots possibles. Comme il a bien appris sa leçon, les mots qu'il me donne sont effectivement des mots corrects. Des mots qui peuvent suivre. Et vous remarquerez que pour faire ça, c'est comme si il avait appris pas mal de grammaire, hein, parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'un article, hein, un déterminant. Il faut savoir aussi qu'il y a des noms propres qui sont possibles aussi, sans le déterminant. Parmi les noms propres, il faut savoir que ça peut être une ville, hein, pas n'importe quel nom propre. Vous vous promenez pas dans Welbeck ou dans Proust. Encore que on peut se promener effectivement là-dedans. Mais vous ne vous promenez pas dans France, par exemple, hein. Et France, c'est quand même pas très loin de Paris. Vous voyez, du point de vue sémantique, il y a des proximités, mais il arrive à faire la différence. Donc, il faut qu'il y ait à l'intérieur du réseau, quand il a appris, il faut qu'il y ait une sorte de classification, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais une sorte de classification due à son apprentissage, qui fasse que
les mots ont été catégorisés dans un certain nombre de catégories syntaxico-sémantiques. D'accord ? Donc voilà, on a choisi, il a choisi, puisque après il tire au sort là-dedans. Il tire au sort, mais en fonction des pondérations toujours. Il a plus de chances de sortir le que de sortir Paris, par exemple. Mais il peut sortir Paris une fois de temps en temps. Et là, donc, je rajoute là à mon entrée, et maintenant je donne à la machine Marie se promener dans là. Et bien là, les mots qui vont suivre après vont être d'une toute autre nature. Il va y avoir forêt, rue, ville, cour, foule. Et puis il choisit forêt et on recommence. Marie se promenait dans la forêt. Alors vous voyez que s'il répond bien, ça veut dire qu'il a quand même, d'une certaine manière, structuré à l'intérieur du système des représentations, au moins syntaxico-sémantiques. Mais ça va plus loin, parce qu'évidemment, moi j'ai mis une petite entrée comme ça, mais les entrées sont très longues, c'est-à-dire que vous pouvez lui rentrer la moitié d'un texte complet. Et donc il y a beaucoup de contexte. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, on aurait pu avoir Marie se promener dans Paris. Mais supposons que dans les phrases précédentes, on dise que Marie est allée en Chine. Eh bien, tout d'un coup, il va y avoir plutôt Pékin et Shanghai qui vont augmenter leur probabilité. D'accord ? Autrement dit, non seulement il sait de la langue, mais il sait aussi un peu de géographie pour pouvoir faire ce genre de choses. Il sait relier la Chine avec les villes de Chine. Vous voyez, et évidemment, dans plein d'autres domaines aussi, s'il est capable de répondre, d'anticiper correctement chaque fois. Donc, c'est ça qui va être la base du succès de ces machines. Je vais passer très rapidement. Oui, je ne vais même pas en parler beaucoup. Voilà, l'architecture, c'était juste pour vous dire, vous voyez, le nombre de couches qu'on avait sont de l'ordre de plusieurs centaines aujourd'hui. Là, c'est encore un exemple de l'IAMA 3 qui était il y a 2 ans, je pense, en 2024. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est encore plus gros que ça. Encore que, on verra ça tout à l'heure. C'est pas forcément, ça continue pas à augmenter autant. Et puis voilà, on fonctionne comme ça. Je vous embête pas avec l'histoire des réseaux attentionnels et unidirectionnels. Bon. Simplement, comment je fais pour enseigner à cette machine à anticiper correctement le mot suivant ? Eh bien là, c'est d'une brutalité inouïe. Je veux dire, moi qui suis linguiste, qui fait beaucoup travailler dans les sciences du langage, je peux vous dire que quand on a vu ça, on était horrifiés. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On donne à la machine des textes de toutes sortes, dans des langues de toutes sortes. Et puis, donc il y a des pages web, il y a des livres, il y a du code informatique, il y a un peu n'importe quoi là-dedans. Par exemple, il y a tout le Wikipédia qui est là-dedans. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on prend à chaque étape, vous voyez, de la même manière qu'on montrait une image de chat, on lui demandait de répondre, etc. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un morceau de texte, en se fichant de savoir s'il y a des points entre deux, etc. Un morceau de texte, pris au hasard, dans tout ça, et on lui demande le token suivant. Et puis, on recommence en prenant un autre morceau de texte tout à fait ailleurs, et puis le token suivant, et ainsi de suite. Et on fait ça des milliards de fois. D'accord ? L'apprentissage de ce genre de machine s'apprend sur les plus gros ordinateurs du monde, qui sont en parallélisme avec des cartes spécialisées, qu'on appelle des cartes GPU, etc. Ça prend plusieurs mois. D'accord ? Pendant plusieurs mois, on fait ça. Jusqu'à ce qu'on soit à peu près content du résultat, c'est-à-dire que la machine ait bien anticipé ces choses-là. Une chose très importante à comprendre, c'est qu'une fois que la machine a appris, on ne la met plus en contact avec son corpus d'apprentissage. D'accord ? Elle n'a plus accès à ces données directement. Elle n'a plus accès qu'au réseau lui-même. D'accord ? L'image que vous pouvez vous donner, c'est
vous enfermez un étudiant avec l'Encyclopædia Universalis pendant 1 mois et vous lui demandez d'apprendre le plus possible par cœur toute l'Encyclopædia Universalis. D'accord ? Et puis ensuite, vous le sortez de la pièce, il n'a plus accès à l'encyclopédie, et puis vous lui demandez des choses sur à peu près n'importe quel sujet. Ben, je peux vous assurer que s'il a bien travaillé, il va pouvoir vous répondre avec assez de facilité et d'assurance sur des tas de sujets. Il va aussi vous dire des tas de bêtises, parce que la mémoire est ce qu'elle est, hein, donc il va confondre des choses, etc. Ben, les machines, au départ, c'est ce qu'elles faisaient aussi. Hein. On a appelé ça des hallucinations. Parfois, vous lui posiez une question, elle vous dit oui, c'est tel chercheur, à tel moment, et puis vous vous rendiez compte que le chercheur n'existait pas, des choses comme ça. Donc, effectivement, ça a un gros avantage, c'est que ça permet d'acquérir ces compétences-là, en particulier les compétences linguistiques, mais ça a une limite, c'est que ça n'est pas plus fiable que l'étudiant en question. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pré-apprentissage, en fait, le gros apprentissage. Je ne sais pas comment on va le nommer, nous, mais on va dire que c'est l'apprentissage qui fait d'un réseau qui, au départ, n'avait rien, un réseau qui a, en gros, disons, une tête bien faite. Hein, il sait plein de choses. Et puis voilà, il peut les confondre, etc. C'est évidemment pas suffisant pour travailler avec. Hein. Ce qu'il va falloir faire, j'espère que c'est la suivante, oui, c'est ça. Ce qu'il va falloir faire, c'est que il va falloir la discipliner, cette machine. Si je lui donne, maintenant, si je lui pose une question, elle peut me répondre en posant une autre question, elle peut me répondre en traduisant ma question en anglais, elle peut répondre en résumant ma question, elle peut faire n'importe quoi avec, hein, puisque elle a ces compétences-là, mais elle ne sait pas ce que vous voulez. Donc là, il y a un deuxième apprentissage qui se passe. Donc, vous avez la tête bien faite, ensuite il faut une tête bien disciplinée, et donc pour la discipliner, on va faire ce qu'on appelle le fine-tuning, le peaufinage, qui apprend à la machine à répondre correctement à la question, à aligner sa réponse avec la demande de l'utilisateur. Et les demandes de l'utilisateur, vous voyez, ça peut être résumer un texte, traduire dans une autre langue, répondre à des questions, disserter sur un sujet, hein, c'est très bien faire ça, écrire du code informatique, ça fait très très bien ça aujourd'hui, démontrer un théorème, ça commence à le faire pas trop mal, et puis rédiger une lettre, etc. Ou même écrire un poème, hein, donc avoir aussi Marie qui se promène dans, dans Proust. Je peux vous donner un exemple dans les premiers temps, hein, d'une demande qui avait été faite, hein, qui a été publiée, c'était que on a demandé à une machine d'écrire dans la langue de Shakespeare une discussion sur la démonstration du fait que le nombre premier est infini. C'est une démonstration assez simple, hein, je pourrais vous la faire, on n'a pas le temps, mais quand même qui est pas nul. Hein. Les Grecs savaient faire ça depuis Euclide, mais bon. Eh bien, le résultat est absolument étonnant, c'est-à-dire que ça parle en vers du shakespearien, shall you, là, et l'autre répond, et le premier revient, et le deuxième, et effectivement la démonstration n'est pas totalement correcte, il y a deux petites erreurs, mais elle a du bon sens, quoi. Hein, et ça, c'était dès le début. Donc, vous voyez, il y a des capacités de ces machines qui sont assez étonnantes. Donc, vous avez bien compris, le LLM, la tête bien faite, plus le peaufinage, et on obtient ce qu'on appelle un agent conversationnel, ou plutôt, en anglais, un chatbot. Et c'est ça qui a popularisé complètement toutes ces techniques d'IA, c'est que les chatbots se sont disséminés à une vitesse absolument incroyable. Que vous dire sur les performances encore ? Bon, on peut dire oui, moi je l'ai vu, j'ai regardé, ça ne donne pas ce que je veux, etc. Il y a des critères
quantitatif, je vous rappelle, test de Turing, c'est comme ça qu'ils travaillent, les informaticiens depuis le début. Donc, on a fait des tests avec des épreuves académiques et professionnelles. Par exemple, il y avait une épreuve de mathématiques qui était du niveau à peu près de la 3e, qui était le type, avec plein de problèmes de ce type-là. Les machines ont commencé à les résoudre, et quand les machines les ont toutes résolues à 100%, ils sont passés au niveau supérieur pour faire à nouveau des tests, mais maintenant au niveau première, terminal. Bon, donc vous voyez, on a ces tests-là qui montrent qu'effectivement, ça fait ces résultats, c'est pas du bluff, c'est vraiment efficace. Et puis ça permet de résoudre des problèmes de la vie quotidienne, et ça c'est beaucoup plus étonnant. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais il a des connaissances sur je vais vous donner un petit exemple tout simple. Ma bru avait un problème avec sa chasse d'eau. Vous savez ce que c'est. Et je vais aller chez elle, je lui dis, je vais te réparer ça, moi. Mon âge, mon expérience, tout ça. Mais non, j'ai pas besoin de toi. Bon. Et elle a posé la question à une IA, je crois que c'était ChatGPT. Elle a posé la question en montrant une photo de sa chasse d'eau. Et la machine a répondu, est-ce que dans le coin à gauche, il y a un truc écrit, est-ce que vous pourriez zoomer un peu là-dessus? Alors, elle a zoomé là-dessus. Elle dit, ah oui, alors c'est une marque bien connue, etc. Donc voilà, ça va être assez simple, vous faites ceci, ceci, cela. C'est un véritable dialogue, pas simplement le mode d'emploi, quoi. Bon, bref, ça fait ces choses-là. Et le grand problème, c'est que enfin, pas le problème, parce que n'oubliez pas, c'est toujours pareil, la base du LLM, c'est cette capacité à deviner le token suivant, c'est-à-dire à faire de l'anticipation. Bien, je vais très vite là-dessus, parce que je pense que tout le monde le sait. Aujourd'hui, les machines sont plus efficaces aussi, parce qu'elles peuvent réagir, pas simplement à partir de leur mémoire, là comme on a vu au début, mais aussi à partir de questions qu'elles posent elles-mêmes sur le net à elles utilisent Google, si vous voulez, elles prennent plein de sites et elles font une synthèse de ce qu'il y a sur ces sites. Tout le monde a ça aujourd'hui et s'en rend même pas compte. Et puis bon, voilà, il y a plein de programmes. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter, ces développements. Ce que je dois dire, c'est que j'ai encore vu, il y a quelques jours, un article qui expliquait que la prochaine génération allait être beaucoup, beaucoup plus puissante que ce que l'on a aujourd'hui. Bon. Avant de passer au problème, un dernier mot sur les facultés cognitives. Je pense que c'est quelque chose d'important. Vous avez vu que ça nous dit quelque chose aussi de nos propres capacités. Il suffit qu'on donne suffisamment de neurones, et des neurones très très simples, qu'on les plonge dans un univers. Là, en fait, c'est un univers textuel, mais on fait ça maintenant avec des images, etc. On les plonge dans un univers et on lui donne une tâche d'anticipation. Ça suffit pour que se structure à l'intérieur des tas de propriétés, de classification de ce monde auquel il a eu accès. Ça nous dit des choses sur un certain nombre de théories. Par exemple, j'ai donné l'exemple de la théorie de Chomsky sur la syntaxe, qui disait qu'il fallait absolument un module syntaxique qui soit propre aux humains pour pouvoir apprendre les langues, sinon c'était impossible. Il y avait une démonstration qui était presque mathématique de la chose. Aujourd'hui, on peut dire que cette théorie est fausse. La machine n'a jamais eu accès à un modèle syntaxique de quoi que ce soit, et elle a eu, juste avec l'expérience, elle est arrivée. Alors on me dirait, oui, mais il y a eu tellement, elle a été plongée dans un monde... C'est vrai. C'est vrai que c'est pas comme ça que nous apprenons les langues. Mais je crois que c'est pas non plus comme Chomsky pense. C'est-à-dire que vous avez sûrement vous savez que si j'essaie d'apprendre, il y a deux façons d'apprendre les langues. On veut prendre une grammaire et un dictionnaire d'une langue et puis essayer de l'apprendre progressivement, etc. On va avoir beaucoup de mal et on va jamais être très bon. On plonge
à peu près n'importe qui dans le pays qui parle cette langue, on le laisse vivre là 6 mois tout seul, sans aucun locuteur de sa première langue, on le laisse 6 mois, au bout de 6 mois, il parle la langue. D'accord, il a un accent, mais il est capable de parler complètement la langue. Hein. Donc c'est ça que met en relief cette histoire-là. Et évidemment, il y a une chose qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que ça finit par raisonner, ces machines? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque part dans la machine des mécanismes de raisonnement comme nous pensons que nous les avons? Alors, est-ce que nous les avons? Nous, on ne sait pas. Est-ce que, quand je fais un raisonnement mathématique, est-ce que j'ai la solution qui m'arrive par mes neurones et qu'ensuite je l'explicite en disant « Ah ben c'est parce qu'il y a ceci, il y a ceci et il y a cela que j'ai trouvé cela ». Ou est-ce que, véritablement, dans mon cerveau, il y a ces mécanismes, d'accord? Là, on a un jouet qui est beaucoup plus facile à ouvrir qu'un cerveau. Et effectivement, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle toute une partie de du domaine dans lequel les gens travaillent avec ce qu'on appelle des chain of thought, c'est-à-dire des raisonnements pas à pas. C'est-à-dire on demande à la machine un problème, mais d'expliciter chaque pas du raisonnement. Et on voit qu'effectivement, elle fait des explications qui ressemblent à nous. Est-ce que ça veut dire que quand on lui demande pas, elle les fait quand même, ou est-ce que elle aussi, elle explicite quelque chose qu'elle fait de manière... Bon, on ne sait pas. Donc, en tout cas, c'est beaucoup plus facile à ouvrir. De la même manière qu'on fait des IRM sur les cerveaux, là, on peut aller regarder couche après couche ce qui s'est passé, et donc modifier des choses. C'est beaucoup plus facile que d'aller planter des électrodes dans un cerveau. Modifier des choses pour voir comment ça réagit, etc. Donc, on va apprendre beaucoup de choses, je pense, du point de vue cognitif, sur la manière dont nous fonctionnons, même si ces machines ne fonctionnent absolument pas comme nous. Vous en êtes bien conscient maintenant. Très bien. Il nous reste à voir un peu les problèmes. Oui, ça va, j'ai encore quelques minutes. Alors, les problèmes, ils sont très nombreux. Alors, d'abord, il y a des usages qui, eux, ne posent pas de problème et sont au contraire très positifs. C'est dans toutes les sciences, il y a plein de choses que l'on fait avec maintenant de l'IA et qui nous ont permis de faire des progrès assez énormes. Là j'ai donné un exemple, c'est celui de la conformation des protéines. C'est un véritable problème qu'on se pose depuis 30 ans. C'est comment une protéine, c'est une longue chaîne linéaire d'acides aminés. Là, c'est à la base de tout le métabolisme du vivant. Cette chaîne, elle se replie sur elle-même. Et ce qui explique son action biochimique, c'est la manière dont elle est repliée, avec des trous, avec des bosses, avec des parties qui sont hydrophobes, des parties qui sont hydrophiles. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Et l'idée, c'est de savoir, connaissant la chaîne linéaire, c'est assez facile à trouver, comment est-ce qu'elle va se replier. Eh bien, on ne savait pas faire ça, on faisait avec beaucoup d'erreurs. Et là, maintenant, AlphaFold, là, donc une machine, a fait ça avec des succès de 90-95% de réussite. C'est-à-dire que ça ouvre des horizons incroyables. Par exemple, sur la question des médicaments, on peut fabriquer la protéine que l'on veut, sachant la forme que l'on veut qu'elle ait, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. D'accord ? Vous voyez le genre de choses. Et évidemment, du point de vue fondamental, on comprend mieux les différentes interactions qu'il peut y avoir dans le corps humain grâce à ça. C'est un exemple, mais il y en a des tonnes et des tonnes. Alors maintenant, les usages individuels des kidam comme vous et moi. On a les chatbots qui se sont implantés partout. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ouvrir un navigateur sans qu'il y ait une IA qui fonctionne. Le pire de tout, je crois que c'est Microsoft qui a Copilot qui vient, même quand vous ne le demandez pas, pour faire des choses. Alors c'est vrai que c'est une aide appréciable, indéniablement, mais c'est vrai aussi qu'il y a des dérives, et que les dérives, elles sont terribles, quoi. J'ai mis l'exemple de Grok, là, vous savez, Grok, c'est l'IA de Musk, X, qui s'est mise à
trouvé malin de proposer de déshabiller les gens. C'est-à-dire, vous me donnez une photo de quelqu'un et il vous la représente déshabillée, enfin en très petite tenue. Et ça a eu un succès fou. Bon, plein de jeunes filles se sont fait harceler parce qu'on montrait leurs photos déshabillées, etc. Donc vous voyez, ce genre de choses, évidemment, c'est tout à fait possible et ça se fait et ça a du succès et donc c'est un vrai problème. Musk dans un premier temps, parce que la communauté européenne quand même interdit ce genre de choses, donc ils ont menacé Musk d'une amende énorme, etc. s'il continuait. Qu'a fait Musk? Eh bien, il l'a rendu payant. C'est-à-dire que c'est quand vous êtes dans le public, là, vous pouvez pas. Si vous payez, vous pouvez le faire. Donc, les gens se sont rués pour acheter ce truc-là. Bon, il semble qu'aujourd'hui, il est finalement renoncé à faire ça. Mais bon, vous voyez le genre de choses, quoi. Alors, bon, c'est vrai que ça a des niveaux. Avant l'intelligence artificielle, on pouvait déjà faire ça. Hein. Si vous aviez un bon logiciel de Photoshop, vous pouviez déshabiller quelqu'un. Hein. Mais c'était long, ça prenait du temps, etc. Là, c'est immédiat. Alors, il y a une autre sorte qui est arrivée, là, c'est ce qu'on appelle les agents émotionnels. C'est-à-dire, c'est des agents, comme les chatbots, c'est des chatbots, mais des chatbots, c'est un peu spécialisé dans les émotions. Hein, ils sont capables de reconnaître l'état dans lequel vous êtes, émotionnellement parlant, parce que avec la manière dont vous parlez, et certains regardent votre visage, etc., et ils répondent en fonction de ça, en fonction de votre état émotionnel. Alors c'est pareil, ça peut avoir un usage très utile pour permettre à des gens de se désangoisser, des choses comme ça. Mais évidemment, ça a aussi des aspects très négatifs. Il y a des gens qui sont addicts à ça et qui traitent leur IA comme si c'était leur papa ou leur maman. Bon, et les assistants personnels, ça c'est autre chose, j'en parlerai un petit peu plus loin. Des enjeux de société, ben voilà, dans les entreprises, effectivement, il y a de plus en plus de boulots qui sont menacés par ce genre de choses, puisque ça remplace les cols blancs. Hein. Avant, c'était les cols bleus qui étaient en danger. Aujourd'hui, c'est les cols blancs. Et Benjo, par exemple, dit, on lui a posé la question, mais vous pensez qu'il y a beaucoup de métiers qui sont concernés? Il a dit, tous les métiers où les gens passent leur temps devant un ordinateur, ils sont menacés. Bon, voilà. Dans le système éducatif, n'en parlons pas, c'est vraiment un énorme problème. Hein, il faut comment faire avec ça. Et puis les menaces pour les fake news, la surveillance de masse, qui est possible avec ce genre de choses. Les armes létales autonomes, ça existe. Bon, et puis alors voilà, j'ai rajouté une technologie, on dit d'habitude, n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de ses usages. Oui, d'accord, mais encore faut-il les contrôler, hein, et s'en donner les moyens. Encore deux trucs et c'est fini. Les coûts. Coûts énergétiques, ça c'est très important. Le coût de l'apprentissage initial, il faut savoir que c'est de l'ordre en électricité, c'est de l'ordre de la consommation de 200 foyers pendant 1 an. Ça, c'est l'apprentissage, vous savez, pendant plusieurs mois là, que l'on fait pour une machine. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais vous me direz, on ne le fait qu'une fois. Oui, c'est vrai. Il y a un deuxième coût, c'est le coût du peaufinage. Alors lui, il est nettement moins grand, donc ça peut aller. Mais il y a le coût d'une requête. Quand vous faites des requêtes, et souvent on vous les impose avec les machines, ça vaut à l'heure actuelle de l'ordre d'un watt-heure, mais il y a des centaines de millions de requêtes par jour. Ce qui fait que très très vite, le coût des requêtes est un coût considérablement plus grand que le coût de l'apprentissage initial. D'accord ? Alors, c'est vrai que ça a tendance à diminuer parce qu'aujourd'hui, les systèmes, ils sont en train quand même de les compacter et de les rendre moins gourmands. Pas simplement pour nous faire plaisir à la planète, mais aussi parce que c'est le seul moyen d'être plus rapide. Et donc ça dépense moins. Ça dépense moins, mais il y en a tellement plus que, effectivement, le problème n'est pas réglé.
Bon, la consommation d'eau est énorme, les terres rares, etc. Alors en fait, tout cela, du point de vue écologique, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'avant ces IA-là, tous ces problèmes se posaient. Les data centers là, dont on parle, ils sont là, et ils sont là pourquoi? Ils sont là pour, en particulier, stocker toutes vos photos, même quand vous voulez pas, qui sont stockées dans ces clouds, là, dans ces machins, stocker toutes les petites vidéos que vous prenez chaque fois que vous allez manger au restaurant ou n'importe quoi. Tout cela, ça se retrouve là-dedans. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Ça, je crois que le trafic sur Internet, c'est à 80% du streaming, c'est-à-dire des petites vidéos qu'on s'envoie ou des films que l'on reçoit, etc. C'est 80% du trafic Internet. Et c'est un trafic qu'on peut au minimum appeler de immodéré. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment se passer des 3/4 ou des 4/5 de ce trafic sans aucun problème. Bon, enfin, il y a les dangers. Et les dangers, ils sont énormes. Désolé, hein, ça ça se termine pas bien. D'abord, il y a le contrôle. Qui contrôle ces grosses machines? À l'heure actuelle, c'est une dizaine de grands groupes. Essentiellement, donc, des groupes américains et quelques chinois. Et évidemment, c'est des groupes privés. C'est-à-dire que leur logique, qui est la logique de l'entreprise, c'est de faire du profit. Donc, on ne peut pas compter sur eux pour essayer de limiter le trafic de ces choses-là, puisque c'est ça qui leur fait gagner de l'argent. Donc, comment faire pour essayer d'éviter ça? Est-ce qu'il faut plus de concurrence? Alors, il y a des gens qui pensent, parmi les chercheurs, qu'il faut effectivement faire de ce qu'on appelle de l'open source, c'est-à-dire de donner, et c'est ce qu'ils font, Meta, Mistral, etc., certains, donner à tout le monde la possibilité de les fabriquer. Oui, mais à ce moment-là, il y a d'autres dangers, c'est que des entreprises malfaisantes peuvent très bien s'en emparer, et puis ça peut être encore pire que les grands groupes en question. Ça, c'est le contrôle, mais il y a encore plus, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire que ce qui se passe, et il y a un certain nombre de chercheurs qui sont très inquiets à cause de ça, ce qui se passe, c'est que les machines, maintenant, vous avez vu, elles peuvent aller sur Internet, elles peuvent naviguer, etc. Et donc, elles peuvent avoir une certaine autonomie par rapport aux humains qui les emploient. Et cette autonomie-là, elle peut être utilisée par la machine pour prendre des initiatives qui n'étaient pas prévues. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. J'ai pas le temps d'en parler là, mais je vous en parlerai si vous voulez dans la discussion. Vous donner 2 ou 3 exemples de ce genre de choses. Bon, voilà. Donc il y a beaucoup de gens dans le milieu, hein, à la Silicon Valley, etc., qui sont très partagés. Certains disant c'est pas grave, tout ça. L'IA va les résoudre. C'est-à-dire compter sur l'IA pour résoudre les problèmes de l'IA. Et puis, il y en a d'autres qui sont très catastrophiques et qui font des livres disant si quelqu'un fait... Le titre du bouquin, c'est « Si quelqu'un fait l'IA générative, tout le monde meurt ». Enfin, bon, donc, très catastrophiste sur le monde. Moi, ce que j'aime, c'est la position d'un Yoshua Bengio, qui est un des pionniers de l'IA, qui a tout arrêté. Il travaillait à l'Université de Montréal, il avait une entreprise avec, etc. Il a tout arrêté pour créer une start-up sans profit, là, je ne sais plus comment on dit, à but non lucratif, pour réfléchir à comment on pouvait juguler ces différents dangers. Et il milite, avec plein d'autres, pour que on force toutes les grosses boîtes à mettre l'équivalent de ce qu'ils mettent dans la recherche nouvelle de systèmes nouveaux, donc de progrès, mettre l'équivalent à la recherche des solutions à ces dangers. Donc, qu'on ait ce genre de choses. Voilà. Bon, ça y est, j'arrête. J'ai été trop long.